Merci à vous. Ah, c'est plein de souvenirs d'être parmi vous ce matin. Un peu plus de lumière. Alors, Ouais, un peu plus de lumière. Alors, donc vous avez, c'est vrai que mon parcours est un peu atypique et j'ai envie c'est juste pour témoigner avec vous. En fait, en Belgique, j'ai fait des études d'ingénieur commercial. Ce qui n'existe pas en France, c'est un peu les hautes études commerciales, HEC, mais avec de la physique, de la chimie, toutes des choses comme ça. Et puis, à la sortie de ces études, j'ai eu l'occasion de créer une compagnie aérienne en Belgique. On était en 87-88, il y avait le 1er janvier 93, on est en 93, il paraît qu'il y a plein de Belges. Hein. Oui. Donc on va parler bilingue, on va faire les deux. Il y avait donc le 1er janvier 93, 93, à l'horizon, le grand marché unique européen, et dans cette mouvance-là, on a créé une compagnie aérienne en Belgique, à Liège. Et donc c'était une aventure extraordinaire de créer une compagnie, d'acheter des avions. C'était des avions de 35 places qui valaient quand même 10 millions de dollars chacun, donc c'était déjà un bel investissement. Et on a créé cette compagnie, et donc j'ai engagé des pilotes, on a mis tout en place pour qu'une compagnie aérienne fonctionne au départ de Liège. Et donc c'est une aventure passionnante pendant 4 ans, jusqu'en 91, 91, où là il y a eu la crise du Gulf, où tous les gens ont tenté de prendre l'avion pendant quelques mois, il y a eu une turbulence dans le transport aérien. Et un peu plus tard, il y a eu l'assassinat d'un ministre d'État en Belgique qui s'appelait André Coz, qui était le président de la structure de gestion de l'aéroport de Liège, et ça a créé un vide politique à un moment charnière pour moi, ce qui a fait que l'activité a été mise en liquidation en janvier 92. Et donc je me suis retrouvé à 30 ans, après une magnifique expérience de directeur général d'une compagnie aérienne. C'était un titre très honorifique, très chouette, c'était une activité qui était géniale. On avait une cinquantaine de personnes, une petite équipe vraiment très sympa. Et donc je me suis retrouvé un peu à la croisée des chemins à 30 ans. Après une expérience fabuleuse, mais je ne savais pas très bien quoi faire, comment remplacer, comment continuer ma vie professionnelle. Tout ce qu'on me proposait n'avait pas le sel de ce que j'avais pu goûter auparavant, et quand je proposais, je vais chez moi des sites d'emploi ou des choses comme ça pour avoir un titre de directeur commercial. Les gens me disaient, mais il était directeur général, pourquoi est-ce qu'il va prendre un titre de directeur commercial? C'est bizarre, et si je posais ma candidature pour une petite société de direction générale, les gens disaient qu'il n'y avait pas d'expérience dans le secteur, parce que dans le transport aérien, il n'y avait pas beaucoup de place. Et donc, je me suis trouvé un peu comme ça, j'ai commencé à chercher un petit peu. Et évidemment, un ami m'a téléphoné, vous connaissez la phrase, un ami m'a téléphoné un jour par hasard. Et donc, j'ai assisté à une présentation de marketing de réseau, et j'ai adoré ce que j'ai entendu. Parce que là, j'ai vraiment compris qu'il y avait une autre manière de travailler, qu'on pouvait vraiment développer une activité sans avoir plein d'employés ou sans avoir des investissements énormes comme ceux que j'avais pu comprendre, construire. Et donc, j'ai adoré ce que j'ai entendu. Et de fil en aiguille, j'ai démarré cette activité-là. Et puis, ce qui a fait, c'est que j'ai écrit un premier livre sur cette activité. Parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de me dire, tous les gens me disaient, mais c'est illégal. Oui, on était en 94, les gens disaient, mais c'est illégal, ça ne marchera jamais, pourquoi est-ce que tu te lances là-dedans? Les parents étaient horrifiés parce qu'ils disaient, avec les études que tu as faites, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Vendre des trucs à porte-à-porte, c'est complètement idiot et tout ça. Donc, évidemment, j'ai été entouré, comme beaucoup d'entre vous, de plein de négativité par rapport à tout ça. Et donc, c'est ça qui a fait que j'ai écrit un premier livre en 95 sur ce type de métier. Pourquoi ce type de métier serait amené à se développer. Et donc voilà, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire des conférences en entreprise, et puis de fil en aiguille, j'ai assisté à une conférence aux États-Unis de John Gray, qui a écrit ce fameux livre, Les hommes viennent de Mars et femmes de Vénus. J'ai adoré ce que j'ai entendu, et puis j'ai créé des ateliers de communication que j'ai animés sur ce thème pendant une dizaine d'années. Mais comme c'était toujours avec un côté un peu drôle et humoristique, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'en faire un spectacle il y a quelques années, il y a 7 ans maintenant. J'étais jamais monté sur scène, je ne savais pas du tout comment ça se passait, mais je sentais que la scène était un bon véhicule pour toucher un public de manière drôle et ludique. C'était vraiment mon objectif n'était pas spécialement de monter sur scène, c'était avant tout de partager des informations que j'avais trouvées vraiment importantes et intéressantes pour moi, de les partager avec le plus grand nombre. Et en fait, toute l'expérience que j'ai acquise pendant toutes ces années de marketing de réseau a été évidemment totalement utile et indispensable au fait que je suis monté sur scène, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, ce que je voudrais vous parler ce matin maintenant, c'est de vous dire un peu, c'est vrai que la situation économique n'est pas toujours très facile, on entend plein de gens, hein, il suffit d'ouvrir les journaux à un moment donné, on voit la crise grecque, l'italienne, tout ça, le déficit français et tout, donc vraiment toutes les nouvelles ne sont pas toujours très réjouissantes. Et il y a quelques années, moi j'ai eu une idée
pour essayer de comprendre un peu. Parce qu'en même temps, il y a des gens qui disent tout va de mal en pis, et puis il y a des gens qui disent non, tout va de mieux en mieux. Il y a des gens qui disent, regardez, la drogue, le truc, le chômage et tout ça, tout va de mal en pire. Et puis il y a des gens qui disent, mais non, l'évolution technologique, l'augmentation de la durée de vie, il y a plein de projets, il y a plein de progrès extraordinaires, on vit beaucoup mieux aujourd'hui qu'on vivait il y a 50 ans. Et donc on est obligé de choisir son camp. On peut entre dire, est-ce que je suis dans le camp des optimistes ou dans le camp des pessimistes? Enfin, pessimistes ou réalistes, je ne sais pas, les pessimistes ça s'appelle réalistes, je ne sais pas pourquoi. Les optimistes ne pourraient pas être réalistes, mais bon, voilà. Et moi, c'est vrai qu'en entendant les deux versions, il y a du vrai des deux côtés, même si je préfère être dans le camp des optimistes, mais quand même, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu préoccupantes dans la société dans laquelle on vit. Et il y a aussi des choses magnifiques. Je me suis dit, est-ce qu'on est obligé de choisir son camp? Pourquoi est-ce qu'on doit choisir entre ces deux visions-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen une image pour avoir une vision un peu plus globale de la situation dans laquelle on est, en englobant ces deux réalités-là? Et l'image que j'ai eue, c'est tout simplement d'imaginer que si vivre, c'est comme nager dans une rivière, bien, à la fin de la révolution industrielle, en fait, ça date assez loin, on a construit petit à petit un barrage sur la rivière. Parce que c'est plus agréable de nager dans l'eau d'un lac, parce qu'il y a plus de sécurité, c'est plus facile à apprendre à nos enfants à nager dans l'eau d'un lac, dans l'eau tempérée d'un lac, plutôt que dans le courant d'une rivière. Et donc, en fait, tous les gouvernements, depuis 150 ans maintenant, ont tout mis en place pour construire un beau barrage sur la rivière de la vie. Et la rivière, c'est quoi? Le barrage, c'est quoi? Basé sur quelques grands principes. Hein. C'est la sécurité sociale. Donc, en fait, l'idée, c'est d'assurer un revenu à chaque personne vivant dans le barrage. Et donc, les grands principes, c'est assurer une retraite, assurer la sécurité sociale, avoir les assurances de chômage, assurer aussi le fait que l'emploi soit la forme principale de travail, qui garantit un revenu à chaque fin de mois. En fait, toute l'idée du barrage, je vais prendre toute l'idée du barrage, c'est vraiment d'assurer une sécurité financière à tous les habitants du barrage. Et dans ce barrage, en fait, tout le monde, donc il y a le lac, le barrage est là, et donc il y a un lac qui a été constitué à l'abri du barrage. Et tous les gens vivent dans des enclos. Et la taille de l'enclos dépend d'un salaire qu'on touche, d'un revenu que l'on a. Et bon, il y a des gens qui ont des très grands enclos et tout ça, qui sont bien à l'aise et tout, puis il y a des gens qui ont des tout petits enclos et des gens qui ont des tout petits enclos. Et pendant les 30 Glorieuses, tout le monde a vécu heureux à l'abri du barrage. Plus ou moins heureux. Il y avait bien des luttes pour avoir un peu plus d'espace quand même, mais je dirais que le principe était globalement acquis qu'on avait mis un peu de ressources pour construire le barrage, et on allait tous vivre heureux à l'abri de ce barrage. Et grâce à la croissance économique, quand la croissance augmente, le niveau du lac, et quand le lac est si on voit les berges, maintenant en coupe, vous voyez les berges de la montagne, à l'instant T, le niveau du lac est là, à l'instant T plus 5, le niveau est là. Donc quand le niveau du lac monte, la surface augmente. Et donc grâce à la croissance économique, au baby boom et à tout ça, en fait la surface du lac augmentait, donc grâce à la croissance, on pouvait profiter des fruits de la croissance. Donc on se partageait un gâteau qui grandissait. Et donc tout le monde a vécu plus ou moins heureux dans ce barrage, mais personne ne remettait en cause l'existence de ça, et ça s'est passé globalement assez bien. Ce qui s'est passé dans la fin des années 60, c'est qu'en fait les nouvelles générations arrivent dans le barrage, les gens qui sont nés dans les années 50 et tout ça, arrivent dans ce barrage ici, et ils se disent, mais moi, j'ai pas envie de nager dans un enclos, même si l'enclos est grand, c'est une prison, et on commence à en voir Woodstock, non à la guerre au Vietnam, tous les mouvements mai 68, enfin tous ces grands mouvements-là de révolte étudiante et ouvrière. Les ouvriers aussi disent, mais moi, j'en ai marre, ça fait 30 ans que je travaille, je suis toujours dans mon petit enclos là-bas, alors qu'il y en a des gens qui en est plus gros. Donc on sent un premier sentiment de révolte vers la fin des années 60. Et tout ça amène un peu de mouvement, de remous dans le barrage, les guerres d'indépendance, Algérie, l'Indochine, enfin tous ces grands mouvements-là. Et ce qui se passe, c'est qu'en 73, en fait, c'est le premier choc pétrolier, il y a la première brèche dans le barrage. Tout d'un coup, on se rend compte qu'avec l'augmentation du prix du pétrole, la croissance, il y a beaucoup moins de croissance, et il y a des gens qui ne trouvent plus d'emploi. Le chômage apparaît. Et donc là, à ce moment-là, tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs depuis 40 ans, mais au début, là, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on va colmater les brèches du barrage, ne bougez pas, on colmate les brèches, on subventionne les entreprises de la sidérurgie, on subventionne les entreprises en difficulté, et on indemnise les chômeurs, et donc pour que tout le monde puisse garder son emploi, ne vous en faites pas, je vais
colmater les brèches du barrage, et puis on va pouvoir retrouver le calme à la surface du lac, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Le problème, c'est que depuis 40 ans, les brèches sont de plus en plus apparentes. Maintenant, ça fait 40 ans que ça dure. Il suffit de voir la crise financière, le problème du chômage. Il y a 3 millions de chômeurs en France, il y en a je ne sais pas combien en Europe. Le problème de la sécurité sociale, il ne faut pas vous en parler pendant des années pour voir que le déficit chronique, on est en train de taxer nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants avec tout ça. Donc en fait, les brèches du barrage sont énormes maintenant. Alors, les gouvernements qui sont à gauche ou droite, en fait, tout ce qu'ils font, eux, c'est essayer de colmater les brèches du barrage. Alors la stratégie est différente, mais l'objectif reste le même. L'idée de gauche, je vais dire, c'est de dire, ben voilà, il faut que les grands enclos se rétrécissent un petit peu pour pouvoir donner de la place à ceux qui n'en ont pas. C'est vrai que c'est une belle idée de solidarité. Vous voyez, il faut qu'on se serre chacun la ceinture, il faut qu'on puisse donner de la place à tout le monde. Alors bon, ça c'est gentil, c'est beau au niveau de la solidarité, mais c'est vrai que quand on est dans un enclos, et ça empêche un peu la liberté de chacun de vivre comme il a envie de vivre. Et c'est comme ça qu'on voit quand plus on réduit l'enclos, et plus le travail au noir se développe, plus les montages fiscaux, évasion fiscale, Google et tout ça, tout ce qu'on a en Starbucks, on en a parlé récemment, on voit que les gens ne sont pas prêts à se laisser vraiment avoir complètement au nom de la solidarité, qui est en même temps un beau principe. L'idée de droite, elle, c'est plutôt de dire que chacun peut bouger son enclos comme il veut, et les plus petits, tant pis pour eux. C'est chouette au niveau de la liberté de pouvoir agrandir son enclos comme on le veut, mais c'est vrai qu'au niveau de la solidarité et de l'humanisme, ça manque quand même un peu de saveur d'être dans une société où c'est la loi du plus fort qui prime et où on écrase et où les plus petits sont écrasés. C'est pas spécialement intéressant de vivre dans une société comme ça non plus. Alors l'extrême droite, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bon, on en prend 3 millions, on les renvoie chez eux, et comme ça nous fait plus de place pour nous. Alors je ne suis pas évidemment pour ces idées-là, mais s'il y a près de 20% de la population qui adhère plus ou moins à des idées, c'est que ça part de quelque chose qui est encore... Enfin, j'accepte pas, mais c'est intéressant de comprendre, je prends le principe et l'idée. Et donc, en fait, tous les gens, depuis 40 ans, on se bat là-dedans, en train de se dire, mais comment on va faire pour s'en sortir? Et en même temps, le barrage est en train de casser de plus en plus. Et le problème maintenant, c'est qu'on n'est plus, quand on vit dans cette logique-là, on n'est plus dans la certitude d'agrandir son enclos, on est dans la peur de le perdre. Parce qu'il n'y a plus de sécurité d'emploi maintenant. Du jour au lendemain, on peut se faire licencier, on n'est plus... Donc, on est en train de vendre sa liberté, ici, dans cette logique-là, contre une sécurité qui n'existe plus. Donc, c'est quand même un contrat de dupe, maintenant, aujourd'hui, ce principe-là. Et donc, beaucoup de gens sont dans la peur, dans cette peur-là de dire, oulala, tant que j'ai encore mon enclos, je vais le garder parce que je suis encore... Et en plus, il faut que je sois heureux d'être là-dedans parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'emploi qui aimeraient bien en avoir un. Donc non seulement la situation n'est pas spécialement réjouissante, mais en plus je vais me réjouir d'une situation qui ne me convient qu'à moitié parce qu'il y en a qui n'en ont pas, qui sont encore pires que moi. Donc, bon. Et moi, et c'est là que je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une autre vision de ces neiges? Moi, l'idée que j'ai eue, c'est de me dire, en fait, vous savez, la rivière, elle continue toujours à couler en bas du barrage. Et on peut avoir beaucoup de plaisir à retrouver la nage dans la rivière, plutôt que de rester coincé dans l'eau du lac. Parce qu'en fait, la rivière n'a jamais cessé de couler. Et là, parce que là effectivement, l'eau est un peu plus froide, mais là, elle est vivifiante. Là, au moins, il y a de l'oxygène, parce qu'une eau qui stagne depuis 40 ans, elle est un peu nauséabonde. Hein. Il n'y a plus beaucoup d'énergie, il n'y a plus beaucoup d'oxygène. Dans les poissons meurent quand on les laisse dans une eau marécageuse. Mais là, on retrouve de l'allant parce qu'il y a de l'oxygène. Là, je peux vraiment aider quelqu'un, parce que je trouve une vraie solidarité d'aider quelqu'un à passer un cap difficile. Les rochers qui sont là ne sont pas là pour nous tuer ou pour nous faire mal, ils sont là pour nous apprendre à devenir meilleurs nageurs. Dans la rivière, je peux aussi déterminer une trajectoire. Moi, je ne tourne pas en rond dans un cercle, je vais quelque part. Et c'est moi qui décide où je vais aller dans la rivière. Alors évidemment, c'est excitant, vous voyez, mais c'est un peu peut-être plus dangereux, mais c'est beaucoup plus excitant. C'est là où on sent vraiment la vie. Parce que justement, on est en train de piloter sa vie. On est sur son navire, on est sur son radeau, en train de voir quel courant je vais choisir, où je vais aller, par où je vais passer. Attention, là il y a un petit rapide, là c'est un peu plus calme, je vais pouvoir me reposer. Donc on est vraiment acteur, on devient vraiment acteur de sa vie. Et là, alors, la question se dit, mais en fait, comment est-ce qu'on fait pour passer de la rivière, du barrage à la rivière? Alors très souvent on tombe dedans parce qu'on n'a pas été... c'est comme ça, quoi. On n'a pas vraiment choisi. Moi, en fait, c'est comme ça que je suis tombé un peu dans
dans la rivière, parce que justement, après, quand la société était mise en liquidation, je me suis retrouvé comme ça à essayer de chercher. Et je vais vous expliquer d'abord ce que c'est, peut-être. Qu'est-ce que c'est pour moi, qu'est-ce que ça signifie nager dans la rivière, c'est quoi la logique là? En fait, dans la logique de la rivière, dans la logique du barrage, pardon, ce qui était avant tout important, c'était la sécurité financière. En fait, tout était basé dans le barrage pour assurer un certain revenu. Et une fois qu'on avait ce revenu, normalement, c'est le revenu qui devait apporter le bonheur. Et puis, moi, j'ai été élevé là-dedans. En fait, ma mère, j'ai fait des études pour... L'idée, à cette époque-là, c'était je fais des études pour avoir un beau diplôme. Le plus beau diplôme que j'ai, le plus bel emploi je vais pouvoir avoir, et donc le plus grand emploi je vais pouvoir avoir pour mettre ma famille et mes enfants. C'est vraiment dans l'idée, il faut démarrer, il faut essayer, puis donc petit à petit, avec gravir les échelons dans une entreprise pour petit à petit monter et pouvoir agrandir son emploi. Et à un moment donné, moi, la question que je me suis posée, c'est de me dire, mais est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Est-ce que c'est vraiment la sécurité financière qui est la base du bonheur? Et c'est une conversation avec un de mes amis qui m'a dit un jour, il y a quelques années, quand j'ai compris tout ça, il m'a dit, c'est quelqu'un qui venait de vendre une entreprise, c'était une grosse entreprise de luxe en Belgique. Et donc, il avait gagné beaucoup d'argent pendant son entreprise, et je lui ai dit, ben, en fait, tu dois être heureux maintenant, parce qu'il avait la sécurité financière. Je lui ai dit, maintenant, mais tu dois être heureux. Et il m'a dit non. Et je lui ai dit, ben, ça m'a vraiment surpris, j'avais 30 ans, 31 ans à cette époque-là, je lui ai dit, mais pourquoi? Et il me dit, ben, tout simplement parce que je viens de me séparer, et je ne vois pas ma petite fille qui a 2 ans. Et elle me manque. Et c'est là où je me suis dit, mais peut-être qu'il y a des choses plus importantes que la sécurité financière pour être heureux. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est plus important, mais c'est la qualité des relations qu'on a avec les autres. Qui fait en fait qu'on est peut-être plus heureux. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'en fait, il y a plein de gens qui ont plein d'argent et qui sont absolument pas heureux. Et il y a plein de gens aussi qui ont pas spécialement beaucoup de sous et qui sont beaucoup plus heureux que plein de gens qui ont plein d'argent. Donc si c'était l'argent qui faisait le bonheur, tous les gens qui sont riches devraient être heureux. Or, on le sait bien, ce n'est absolument pas le cas. Donc c'est pas la vérité. Donc ce qui est le plus important, c'est peut-être les relations que je vais créer, c'est l'entourage que je vais avoir, c'est l'amour que je peux échanger avec ma famille, mes enfants, mes amis, des collègues de travail, dans l'environnement professionnel dans lequel je suis. Et puis j'étais encore un petit peu plus loin, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a encore quelque chose de plus important? Et je crois que ce qui est encore de plus important, c'est la relation qu'on a à soi-même. Parce que si je ne suis pas bien avec moi-même, je serai incapable d'être bien avec les autres. Et pour commencer à être bien avec les autres, il faut d'abord commencer à être bien avec soi-même. Et en fait, vous voyez, dans le barrage, c'est comme ça qu'on construisait la vie. On faisait attention à la sécurité financière, c'était la priorité. Qualité des relations, on n'en sait rien, on se mariait, on s'aime ou on s'aime pas, c'était pas spécialement le but. Aimer son travail ou non, c'était pas le but. Ce qui était avant tout important, c'était la sécurité qu'il apportait. On aime ou on n'aime pas, c'était pas absolument pas nécessaire. Et puis la relation à soi, jamais personne n'y a pensé. Et à la limite, à la retraite, on pouvait commencer à imaginer. Et le problème, c'est quand on fait ça, c'est que si jamais la base ne tient pas, et vous voyez, ça ne tient pas très bien, dès que la base s'écroule, quand il y a des gens qui perdent un emploi maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui s'écroule. Et en fait, des gens maintenant, aujourd'hui, quand on construit de cette manière-là, quand on perd cette sécurité matérielle, en fait, on perd beaucoup plus que la sécurité matérielle. Parce que très souvent, nos amis sont nos collègues de travail, nos familles n'osent plus regarder. Je sais pas, vous savez, si vous avez vécu des périodes comme ça où des gens sont un peu plus dans des problèmes financiers ou quoi, les gens, la famille se détourne, on devient seul au monde. Et puis soi-même, on se dit, mais qui je suis? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il y a plein de gens qui sont beaucoup plus déprimés que juste le fait de perdre un emploi. Pour vraiment, on perd une identité. Ça peut vraiment être très très difficile à vivre parce que justement, on a construit de cette manière-là. Et pour moi, vivre dans la rivière, et ça c'est ça, vivre dans le barrage. Et pour moi, vivre dans la rivière, c'est quoi? Et c'est tout simplement, c'est inverser. Inverser la pyramide et la remettre dans le bon sens. C'est d'abord de partir de soi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Quels sont mes projets? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Quels sont mes rêves? Et c'est pour ça que je dis, et moi je veux vraiment vous en parler,
du fond du cœur, parce que c'est à travers le marketing de réseau que j'ai découvert tout ça. C'est à travers le marketing de réseau que j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. J'ai compris cette importance-là de partir de soi, de son projet de vie, de voir ce que l'on a envie de faire, de réfléchir, de guérir peut-être quelques blessures du passé. Et je vous dis, j'ai passé 7 années merveilleuses à animer des HBM, les docs, maintenant les fameuses docs. Ça a été fabuleux de voir vraiment, c'est un week-end, je vous le conseille vraiment. Puis j'ai aucun intérêt, je suis pas chez Nickel, je suis peut-être le seul que vous pouvez croire peut-être, parce qu'il y en a peut-être quand on vous parle de ça, Régine ou Jean-Pierre peut vous dire il faut que vous alliez au doc, et vous allez dire oui, ça va, c'est encore leur intérêt, franchement. Moi, non, c'est pas leur intérêt, c'est l'intérêt de personne, c'est votre intérêt à vous. Je vous promets, quand j'ai animé ces séminaires, j'ai vu des transformations merveilleuses chez plein de gens. Il y en a qui sont ici, vous vous en souvenez encore, il y a Gigi Cavalier, il y a tout le monde qui est là. Qui a fait des HBM avec moi, qui est encore là? Voilà, vous connaissez bien. Donc j'imagine que vous pouvez... la rapidité. Et donc pour moi, c'est des week-ends qui sont fabuleux et je vous encourage vraiment, et je sais que vous insistez beaucoup dans le réseau, et je crois que c'est ça aussi qui fait le succès de votre réseau, c'est vraiment de construire là-dessus, sur le soi. Là, juste une anecdote, mais c'était quoi? C'était peut-être 3-4 ans, 3-4 ans avant de commencer Marcellus, mon spectacle. Donc j'ai eu cette idée d'en faire un spectacle. Et parce que moi, je mettais en pratique un petit peu quand même ce que je partageais avec vous dans les HBL. Et je faisais mon plan de vie aussi. Oui, il l'a fait. Et sur mon plan de vie, j'avais écrit il y a 2 trucs. Il y en a un que je n'ai pas encore atteint, ça avance, je le regarde tous les jours. Il y en a un, c'était Il brûle les planches. Et puis l'autre, c'était le plus connu à la télé. Donc la télé, c'est pas encore fait, mais on y travaille un petit peu. Mais il brûle les planches, et c'est vrai que c'est le fait de marquer, de faire ce plan de vie, c'est un atout qui est fabuleux. C'est ça qui détermine la trajectoire dans la rivière. C'est vraiment... Alors on peut en changer. L'idée, c'est pas de dire, je fixe un objectif, et puis voilà, l'objectif, c'est une direction. Après, on peut changer de direction, il faut le refaire régulièrement, justement, pour mettre à jour, est-ce qu'il y a des choses qui sont encore importantes pour moi ou non là-dedans? Qu'est-ce que j'ai envie de... Enfin, c'est des choses qui sont à refaire constamment. Avec Corinne, mon épouse, on fait ça tous les ans. On se met ensemble, on regarde, tiens, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, c'est ça qui donne le sel de la vie, c'est vraiment d'avoir ces projets. J'insiste vraiment aussi auprès de mes enfants, de dire, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas ce que vous voulez faire, c'est d'avoir des projets. C'est fondamental, c'est ça qui donne de l'énergie. Les gens aujourd'hui sont déprimés, pas spécialement parce que la situation n'est pas énorme, c'est tout simplement parce qu'ils ne voient pas où ils peuvent aller. Et je crois que vous avez une opportunité fabuleuse avec Niken de pouvoir offrir à des gens une possibilité d'avoir un projet. Et je crois que ça c'est vraiment inestimable. Vous n'imaginez pas le cadeau que vous pouvez avoir, vous pouvez offrir à des gens aujourd'hui. De pouvoir leur offrir quelque chose, de pouvoir offrir une piste, de pouvoir offrir une possibilité. Alors ça va peut-être pas marcher, ça marche pas, c'est pas grave. Ce qui est avant tout important aujourd'hui, c'est d'avoir ce projet pour avancer, pour aller quelque part, pour trouver cette trajectoire. Et une fois que vous avez ça, de la suite, évidemment les relations arrivent. Quand vous savez où vous êtes, c'est là où les relations arrivent, les choses se mettent en place de manière totalement naturelle. C'est ça qui est assez incroyable, c'est quand les choses doivent arriver, elles arrivent à un moment. Mais pour ça aussi, les relations se construisent parce que vous savez exactement où vous voulez aller. Le spectacle, je l'ai fait parce que c'était un jour, j'étais de nouveau par hasard, oui, on dit toujours par hasard, mais les chemins de vie sont comme ça. J'ai rencontré le producteur de Charles Aznavour dans le monde entier, qui était un dîner à Aix-en-Provence chez des amis. Et donc, ouais, je lui parle de moi, je connaissais personne dans le monde du spectacle. Je lui dis, tiens, voilà, je n'ai pas lui dit, j'ai envie de faire, je lui dis, je vais faire. Il rigole un peu, évidemment, il dit, mais non, il faisait les grands chanteurs, Isabelle Boulay, des choses comme ça, il produit un peu dans le monde entier et tout, donc il me dit, mais non, ton truc, bon. Mais ce qui était très marrant, c'est que c'était un Belge, et je vous disais tout à l'heure que j'avais la compagnie aérienne, et il se souvenait très très bien de moi, parce que le dernier vol qu'on a fait, donc on avait fait un partenariat il y a 20 ans, il avait un magazine à Liège où il mettait de la publicité, et j'avais acheté de la publicité dans son magazine, je ne m'en souvenais absolument plus. Mais lui s'en souvenait très bien, parce qu'on avait fait un échange marchandises où j'avais offert des places dans l'avion pour aller à Paris, en échange de publicité, pour un concours qu'il avait organisé. Et le problème, c'est que l'avion est parti, mais il n'est jamais revenu. Parce que c'est le soir où on était mis en liquidation, c'était le dernier vol.
Et donc, elle a rapatrié ses gagnants par autobus et tout dans son jeu concours. C'était pas merveilleux, mais bon. Et ce qui est assez marrant, donc il se souvenait bien de moi. Et donc c'était assez marrant. Alors évidemment, lui au début, il dit mais non, mais moi je fais pas les comiques et tout ça, je connais rien et tout ça, donc j'ai ok, pas de problème. Quoi. Mais donc oui, j'ai eu des noms, il y a plein de gens qui m'ont dit non et tout. Et puis l'histoire a fait que je parlais encore à d'autres personnes, et puis j'ai commencé, j'ai loué un petit café-théâtre à Marseille pour 4 soirs pour tester cette idée, parce que je savais pas du tout comment ça pouvait marcher. Et il est venu voir ce que j'avais monté tout seul dans mon petit coin, dans ce petit café-théâtre de 80 places, et il a dit c'est génial, vas-y, on va y aller. Donc vous voyez, c'est même quand on dit non, quelques semaines après, peut-être les circonstances changent ou quoi, et puis les gens peuvent transformer un oui. Un non n'est jamais un non définitif. Donc c'est vraiment, et ça je l'ai appris aussi, c'est à travers tout ce que vous apprenez, tout ce que vous vivez dans le marketing de réseau, c'est vraiment de ne jamais accepter ce non. Un non rapproche d'un oui, ce sera peut-être pas lui, ce sera un autre, mais quand vous parlez de votre projet à tout le monde, moi je me souviens, c'est là aussi où j'ai osé en parler, parce qu'il y a des gens qui pensent que là si j'en parle, on va peut-être me copier, non il ne faut pas que j'en parle à trop de monde, parce qu'on va peut-être me piquer l'idée, ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui essaient de garder secret leur truc. Non, moi je dis, mais j'en parle à tout le monde, et c'est parce que j'en parlais à un moment donné qu'il y a plein de gens qui sont prêts à nous aider si on parle de notre projet. Parce que si les gens n'ont pas de projet, ils vont prendre votre projet à vous. Et on voit des gens en recherche des projets. Si vous en avez des choses à proposer, vous allez voir, il y a des gens qui sont prêts à vous suivre, parce qu'on a envie, c'est le moteur, c'est le sel de la vie, c'est d'avoir des objectifs, et d'avoir des rêves, d'avoir des projets. Alors, les relations se créent petit à petit. Et puis alors, l'argent, c'est la conséquence de ce qu'on a construit. Et l'argent devient une conséquence et n'est plus un but. Et je crois que les gros problèmes de la société aujourd'hui, maintenant, qu'on rencontre dans beaucoup de domaines, c'est tout simplement parce qu'on inverse la cause et la conséquence. Et je crois qu'il faut remettre aujourd'hui la crise dans laquelle on est, je pense que c'est tout simplement une crise qui nous demande aujourd'hui de remettre les choses dans le bon ordre, de repartir de soi, et l'argent est une conséquence, est une magnifique conséquence. Je ne suis pas en train de dire, je ne vais pas taper dessus en disant c'est pas important, c'est fondamental, ça donne une liberté qui est géniale, c'est fabuleux. Et en même temps, s'il n'y a pas ça, mais il reste quand même tout ça. Et ça, c'est un problème à régler, oui, mais c'est pas ça qui va faire que tout va s'écrouler si on n'en a pas ou si on en a moins. Et c'est là aussi où l'argent donne tout son sens. Pour moi, la relation à l'argent, c'est le fait de dire, mais quand on paye quelqu'un, on dit merci à quelqu'un. C'est pas, ouais, il est en train de nous donner de l'argent, c'est on agrandit la richesse globale quand on est dans les échanges. Vous savez, il y a une notion en physique qui s'appelle l'entropie. Et l'entropie, c'est justement qu'à chaque échange chimique, chaque réaction chimique produit de l'entropie. Eh bien, dans l'argent, c'est exactement la même chose. Chaque échange produit de la richesse quand il est bien fait. Il y en a où c'est pas bien fait, mais dans le sens noble du terme, dans la manière dont c'est fait, notamment en marketing de réseau, c'est justement dans ce sens noble-là. Quand il y a des échanges qui sont faits, la richesse profite à tout le monde. Et trop de gens, je pense, sont dans une logique de l'argent où c'est un gâteau où il faut prendre à l'autre. Comme si c'était la richesse, c'était un gâteau délimité, et que si j'en ai plus, c'est qu'il y en a d'autres qui en ont moins. Et donc évidemment, on n'a pas envie de prendre cet argent-là si c'est pour appauvrir les autres. J'ai cette vision-là qui bloque à avancer un peu dans cette démarche-là. Moi, je vois vraiment, vous voyez vraiment l'argent, la richesse, c'est quelque chose qui grandit constamment. Et quand vous prenez votre part, vous n'empêchez personne de prendre la sienne. Quand vous vendez, ça donne du bien-être aux gens qui sont autour de vous. Les gens sont en meilleure santé, ils sont plus productifs dans leur travail, ils sont plus productifs dans leur activité, et puis ça continue, ça grandit, ça grandit. Alors, voilà un peu l'idée de ma parabole du barrage. Alors j'espère vraiment que cette image-là peut vous aider. Je suis vraiment très touché d'être avec vous ce matin. Ça m'a vraiment fait un plaisir énorme de partager ce moment-là avec vous, parce que je vous dis, c'est plein de souvenirs, c'est cette année de hugs, de cadeaux que vous échangez à la fin. On fait toujours ça, les cadeaux ? Oui. À la fin, pour moi, c'est un moment qui est fabuleux, de pouvoir vraiment, je me souviens encore quand j'ai fait ces HBF, des cadeaux que les participants de mon groupe m'ont donné. C'est des phrases qui résonnent encore dans ma tête 10 ans plus tard. C'est vraiment des choses qui peuvent rester, qui transforment quand vous changez vos croyances par rapport à vous-même, quand vous commencez à avoir une image positive de vous plutôt que d'être toujours en train de vous rabaisser, de vous dire que vous n'avez pas de place, que vous n'avez pas tout ça. Vous voyez, moi au début, quand j'entendais des gens
il y a 15 ans, des diamants, des gens qui avaient déjà un beau succès et qui parlaient de l'importance de ça. J'étais toujours, quand j'étais dans la salle, je me disais, mais bon, c'est facile pour eux de dire ça parce qu'ils ont ça. Oui, alors évidemment, bon, moi quand j'aurai ça, je pourrais aussi dire ça. C'était un peu mon idée. Je peux vous assurer que, et je le sais, je les connais, c'est vraiment, ils n'avaient pas ça. Et donc c'est vraiment, je crois que c'est en changeant les croyances que vous allez changer votre vie, c'est en partant de là. Prenez le risque d'inverser la pyramide. C'est froid, parfois je peux vous dire, on est passé par des moments, Corinne et moi, où c'était parfois difficile, on n'avait pas assez d'argent pour mettre le plein d'essence dans la voiture, on a eu des moments où, et puis de nulle part venait une commande, un truc, mais c'est les hasards de la vie qui sont fabuleux, mais pour ça, il faut être dans l'engagement. Il y a vraiment, la force dans l'engagement est phénoménale, parce que c'est l'engagement qui fait que la vie va vous mettre dans les rencontres qui sont utiles à la réalisation de votre projet. Et cet engagement-là, mais à un moment donné, c'est justement, vous partez de là. Partez de vous, de vos projets, de vos envies. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie? Vous réfléchissez à ça, et puis tout le reste va suivre tout à fait naturellement. Je vous souhaite en tout cas très très belle soirée, très très belle journée.